Re-bienvenue au podcast Inspiration. Cette semaine, Isaïe, on revient avec le concept Inspiration après une semaine de break. Ouais, on en retourne aux sources là, pour notre 6e épisode, si je ne Oui, me trompe pas, 6e exactement. épisode, oui. Cette semaine, on est super chanceux. On reçoit quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans le sport. Pas pour dénigrer nos derniers invités, Non, mais c'est ça. c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'expérience, surtout dans les dernières années. Juste avant de le présenter, on va mentionner notre commanditaire encore une fois, le restaurant Le Canadien. Laurent Proulx est son propriétaire qui a récemment acheté le Vieux Saint-Charles à Drummondville. Donc, on vous encourage à y aller. C'est vraiment les mêmes messages qu'on dit l'autre fois, ça n'a pas changé. C'est vraiment une bonne personne, c'est quelqu'un qui s'implique dans sa communauté. Donc, allez l'encourager. Je pense que ça vaut vraiment la peine dans ces temps-là qui sont un petit peu plus difficiles pour les restaurants au Québec. Yes. Fait que, on est prêt à présenter. Cet invité-là a joué au football au secondaire durant 5 ans et est maintenant coach depuis 7 ans, dont 2 saisons comme entraîneur-chef. C'est un fou du sport et un amoureux des communications. Il a même sa propre page sportive comme journaliste sportif et son podcast de football collégial et universitaire. Il est même annonceur maison au baseball. Il l'a été pendant 2 étés. On présente aujourd'hui William Julien. Bienvenue, William, au podcast Inspiration. Hey, merci les boys pour l'invitation, ça fait plaisir. On est super contents. Dans le fond, moi et William, on se connaît un peu via Twitter. On a écrit aussi les deux en même temps sur le blog Entre Chums. Oui, absolument. Ça fait Je me rappelle de ça. Ouais, William écrivait plus sur le football, je pense, le hockey. Moi, j'écrivais. Ouais, plus ça. Je m'occupais pas mal de la page Facebook, je vais te dire, plus OK. que j'écrivais. Ouais, j'ai commencé, mais je couvrais tous les sports. Je pense que, OK. comme je l'ai fait un peu sur Twitter, comme tu le vois. Ouais, c'est ça, mais t'es vraiment. William, c'est une page Twitter à suivre. En le suivant, vous ne manquez pas une information. Puis ça, c'est vraiment aussi sa page Facebook sa que page j'ai Facebook, découvert récemment. Sinon, pour commencer, William, veux-tu nous parler un peu de comment que ça a commencé le sport dans ta vie, comment ça a évolué, puis ça en est où maintenant? Oui, dans le fond, moi, gros fan de football. J'ai touché à pas mal de sports, ça faut le dire. J'ai joué au tennis comme toi assez longtemps. J'ai joué au hockey aussi, comme pas mal tous les gens de notre âge. J'ai des amis qui sont quand même rendus loin. D'ailleurs, je salue un gars qui a joué dans votre région, à Drummondville, Max Comtois, qui est avec les Ducks. Un gars de ma région aussi, on s'entraînait ensemble l'été. C'est pour ça que tu es un fan des Ducks, parce que j'ai découvert ça Ah récemment. non! Tu étais un fan des Ducks. Puis c'est ça, j'étais curieux de savoir pourquoi tu étais fan des Ducks. Non, ça a commencé. Moi, c'est sûr que ça aide en ce moment, mais ça a commencé les années de Carrier. Puis après ça, quand Niedermayer, évidemment, est allé à Anaheim, ouais. pas m'en passer. Mais ouais, Canadien, Anaheim, c'est pas mal sur un pied d'égalité. Même, j'ai peut-être un petit penchant pour les Ducks, mais c'est sûr que c'est loin aller en Californie. Fait que on va pas des matchs au Centre Bell. Ouais. Good. Fait que, c'est ça. Donc, tu disais que tu joues au hockey. Tu connaissais Max Comtois. C'est un ami à toi? Ouais, mais c'est un peu plus ami de jeunesse, surtout là, un peu moins de contact. On se parle des fois. Mais non, c'est ça. Ça, c'est sûr que c'est une fierté de voir un gars comme ça. Puis si j'ai côtoyé, je côtoie un peu des joueurs l'été, parce que je connais Éric Gélina, qui est une fondation ici à Saint-Jean, qui est un gars de la région. Puis j'ai été bénévole à son tournoi de golf et tout, donc j'ai quand même eu la chance d'avoir une relation un peu avec des gars, dont Nicolas Delaurier, qui est un autre qui joue à Anaheim maintenant. Alors ça, c'est sûr que c'est le fun. Même si j'ai pas été au top niveau, j'ai pas été dans la LHJMQ ou quelque chose, mais j'ai la chance de connaître des gars, puis c'est le fun, c'est sûr. Comme je l'avais dit, puis surtout, où j'ai joué le plus longtemps, l'été, c'était le tennis, puis pendant la saison terminale, c'était le football. J'ai joué 5 ans, j'étais receveur de passe à la majorité de ma carrière, qu'on va dire, carrière collégiale. Juvénile, j'ai fait Benjamin, une saison. Après ça, il n'y a plus eu d'équipe, donc on a monté cadet pendant 3 ans. Puis on a joué juvénile la dernière année. Puis à ma dernière année juvénile, je commençais déjà à coacher au niveau cadet, donc plus bas. La première année, j'étais entraîneur des receveurs. Après ça, dès ma deuxième année, je suis devenu coordonnateur offensif pendant 3 saisons, avant de devenir entraîneur-chef pendant 2 ans.
OK. Puis là, je suis rendu avec ceux qui étaient considérés comme notre ennemi quand on jouait. Les Oursons de Marcel Landry, là, je vais entamer ma 2e année. 6 saisons il y a à Ouais. l'automne. OK. Ben, c'est le fun de voir que ça a évolué vite, le football. Toi, est-ce que tes parents t'ont initié au football? C'est comment ça a commencé ou juste pour t'impliquer à l'école secondaire? Non, mais moi, dans le fond, mon père et mes oncles, c'est des passionnés de sport en général. Un de mes oncles, d'ailleurs, est producteur à RDS sur OK. l'émission de 5 à 7. Puis, tu sais, la culture du sport, c'est rentré comme ça. J'ai aimé ça, mais mon amour pour le football, c'est plus, tu sais, j'aime beaucoup de sport, mais le football, c'est quelque chose que j'aime. Puis, j'ai toujours eu le coaching dans le sens, tu sais, je jouais, puis j'avais toujours des stratégies en tête et des choses comme ça. Puis, moi, le côté stratégique, ça m'a toujours intéressé. Donc, je savais déjà que même si je ne jouais pas au football collégial, parce que moi, je privilégiais mes études au lieu de privilégier vraiment une équipe. C'était que je savais que je pouvais continuer à m'impliquer dans le football régulièrement en coachant, puis je suis très content de faire ça. C'est une véritable passion quand tu rentres là-dedans. Ouais. Puis malgré que c'est différent, est-ce que tu préfères jouer ou tu préfères coacher? Je vais te dire honnêtement, je préfère coacher. On dirait OK. que j'ai ça, j'ai joué, tu sais, c'est le fun. Mais la vibe de préparer une équipe, surtout quand tu es coordonnateur ou même entraîneur-chef, c'est encore plus, là, tu chapeautes tout. Ouais. Mais quand, tu sais, on a vraiment la vibe. Moi, j'ai toujours aimé ça, de préparer l'équipe, préparer les stratégies, qu'est-ce qu'on fait dans telle situation, préparer les pratiques. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Tu sais, c'est nous qui dirige au lieu de se faire diriger. Ouais. Fait que, non, j'aime vraiment le coaching, puis je pense pas que ça va s'arrêter de sitôt. Déjà, tu sais, j'ai 23 ans, c'est ma 7e année déjà. OK. Je me compte chanceux. Puis, pas pressé. Tu sais, il y a du monde qui me dit que tu devrais aller au collégial, mais ça presse pas. Puis, si l'opportunité arrive, ben là, on fera le saut. C'est sûr que j'aimerais ça éventuellement, mais coacher au football scolaire, puis redonner ce que moi j'ai appris, de redonner ça à des jeunes, c'est fabuleux. C'est quoi, mettons, la plus grande marche qu'il y aurait à prendre dans tes qualités de coaching entre le secondaire puis le collégial? Ben, c'est pas mal différent. C'est sûr qu'au juvénile, on veut gagner. Au cadet, au juvénile, on veut gagner, mais c'est plus du développement pour préparer ces gars-là au collégial. Alors que dans le collégial, tu arrives vraiment dans l'aspect de la compétitif. On veut, tous les cégeps veulent gagner, tous les cégeps veulent le fameux bol d'or. C'est un emblème au sport collégial. C'est sûr que j'ai des choses à apprendre, puis je pense pas que je serais prêt présentement à aller là. J'ai encore quelques cours à manger, ça c'est sûr, puis il n'y a personne de parfait. Je commencerai par étapes. Je commencerai par coacher une position, juste être coach d'une position, puis après ça, on gravirait les échelons, peut-être devenir un jour coordonnateur ou entraîneur-chef, mais c'est sûr que juste de coacher une position, même que ce soit 1 an ou 2 ans dans une équipe collégiale, ça se met bien dans un CV par la suite. Ouais, Tout à fait. Puis tu veux-tu en faire une carrière plus tard ou c'est plus un hobby pour toi et tu veux continuer plus dans ton domaine d'études? Pour l'instant, c'est sûr que c'est un hobby, mais si l'opportunité vraiment se présente d'aller au collégial, là, tu sens que tu es plus près de graver les échelons. Après ça pourrait devenir. Mais pour l'instant, c'est vraiment un hobby. Puis, comme je le dis, moi, j'aime ça m'impliquer dans la communauté en général. Puis, de redonner à des jeunes, c'est la meilleure façon. Puis, pour moi, c'est un sentiment. Que même si j'aurais pas de carrière là-dedans, juste de redonner, ça serait vraiment cool. Puis, je vais être satisfait quand même. Puis, t'as-tu une anecdote de coach ou de joueur que tu aimerais partager qui t'a marqué vraiment dans ton parcours de joueur ou de coach de football? Des anecdotes. L'anecdote, c'est contre nous, puis c'est malheureux. Deuxième année que j'ai coaché, en première, donc comme coordonnateur, on est allé en finale de la Ligue contre. C'était un match qui était disputé à Valleyfield. Valleyfield, cette année-là, avait fini la saison régulière 8 victoires, aucune défaite. Avait gagné son match de demi-finale, tout comme nous. Nous, on avait gagné notre match de demi-finale, un match spectaculaire, 35-34 en prolongation. On s'est présenté là. C'était l'équipe qui avait tout ravagé. Ils avaient battu 28-0 en saison régulière. On est arrivé là, c'était 14-14. On était fin du 4e quart. Puis, on a fait un play action. Donc,
pour ceux qui connaissent moins le football, on a fait une feinte de remise au porteur de ballon qui avait bien vendu sa feinte. Et notre carrière a lancé une bombe à notre receveur qui était tout seul le long d'un côté, mais qui était parti tout seul pour le toucher. Le toucher était refusé parce que l'arbitre derrière le juge de mêlée avait sifflé en pensant que notre porteur de ballon avait encore le ballon et s'était fait frapper. Oh ouais. Tellement my God. Wow. Et on n'a pas réussi à marquer. Sur la séquence, après, Valleyfield est allé marquer, venu 22-14. En fin de match, on était incapable, finalement, sa dernière séquence, d'aller marquer le toucher. Bon, on n'arrête pas de dire qu'on s'est fait voler. Je pense que oui, là, mais... Ben voyons donc. C'est une erreur de débutant de l'arbitre, là. J'ai jamais... Ouais, et étrangement, j'ai jamais revu ces arbitres-là après. J'imagine. Mais ça, c'est une anecdote, puis j'en parle encore, ça me fait encore mal. Tu sais, gagner une médaille d'argent, t'es content, mais gagner une médaille d'argent dans ce contexte-là, c'était... Oh my God. Surtout qu'on avait donné notre meilleur. Cette équipe-là ne s'attendait pas à ce qu'on donne cette opposition-là cet après-midi-là. Puis on l'a fait, mais on aurait pu même causer la surprise. Une équipe qui avait donné, je pense, 3 touchés dans toute la saison régulière. Oh my God. J'en reviens pas. On l'a échappé. Les arbitres l'ont échappé, puis malheureusement, je n'ai pas encore la vidéo de moi qui pétait la coche et l'un de côté. Est-ce que tu pourrais expliquer, parce que le rôle de coordonnateur, pour les gens qui nous écoutent, peux-tu expliquer c'est quoi le rôle d'un coordonnateur dans une équipe de foot, peut-être? Oui, coordonnateur, c'est vraiment un adjoint proche de l'entraîneur-chef, que ce soit sur le défensif ou sur la défensive, parce que défensive, offensive, dans le fond, parce que le gars des unités spéciales, on l'appelle plus le bon cop, c'est le gars qui est proche des joueurs. Vraiment, le coordonnateur offensif, il faut qu'il y ait une bonne chimie, surtout avec son corps arrière, parce que c'est avec lui qui dirige, dans le fond, qui dirige tout. Puis, c'est vraiment de travailler main dans la main avec l'entraîneur-chef, qui est toujours le dernier mot quand même, mais c'est d'établir des choses. Parce que l'entraîneur-chef, durant les pratiques, lui, il ne veut pas se concentrer sur quelque chose et il veut voir partout tout ce qui se passe. Donc, il faut vraiment, le coordonnateur offensif, c'est vraiment un adjoint. C'est d'amener un plan de match. Puis, d'arriver aux pratiques, OK, on va faire ça. Dans telle situation, il faut que tu sois capable d'être adapté à n'importe quel jeu. Tu sais, un 3e et 14, puis un 3e et 2, tu ne joues pas de la même façon. Tu sais, donc, c'est vraiment un travail ça a l'air exigeant, c'est exigeant quand même. C'est aussi exigeant que le poste d'entraîneur-chef, parce que l'entraîneur-chef, même s'il y a toute l'équipe au complet, c'est vraiment l'attaque repose sur les épaules. Le corps arrière peut avoir fait un mauvais jeu, mais ça peut être un mauvais appel de ta part aussi. Donc, c'est vraiment exigeant, mais c'est cool. Surtout avec des jeunes, d'apprendre puis de monter les systèmes de jeu pour ces jeunes-là. Des jeunes maintenant aussi qui nous donnent beaucoup d'idées. Plus jeunes maintenant, les jeunes commencent à regarder le football plus jeunes, donc ils connaissent mieux les notions quand ils arrivent élevés dans leur cheminement de football. Puis c'est cool d'échanger avec eux. Mais oui, c'est de mentionner, c'est un travail colossal, offensif et défensif. C'est quoi la plus grande qualité, selon toi, d'un entraîneur de football? Si on parle d'un entraîneur-chef, je pense que c'est vraiment d'être un bon communicateur, je pense que si tu n'as pas de communication, c'est vraiment difficile parce que comme si tu touches à tout, même s'il y a les coordonnateurs, mais tu touches à tout, si tu n'es pas capable de comprendre autant aussi la notion offensive et défensive, parce que j'ai déjà vu des coachs, ils jouaient juste à l'offensive, mais ils ne comprenaient même pas comment décortiquer un système défensif ou comment appeler une défensive. Mais faut que, si tu veux devenir entraîneur-chef un jour, il faut que tu connaisses toutes les notions du football, que ce soit sur l'unité spéciale, en défensive ou en offensive, parce que tu sais pas, puis ça prend une bonne communication, surtout avec des jeunes de cet âge-là. Quand on parle du cadet et du juvénile, ça, c'est des jeunes entre 12 et 17 ans. Mais un jeune de 12 ans ne sera pas aussi réceptif qu'un jeune de 17 ans, des fois, ou le jeune de 17 ans va être plus entêté que le jeune de 12 ans. Fait que là, c'est vraiment d'être un bon communicateur. Puis, moi, je suis quelqu'un qui est quand même compétitif, qui prend les nerfs souvent, mais je pense que quand j'ai été entraîneur-chef, ce côté-là a été tombé un peu parce que il a fallu que je m'adapte et tout. Je pense que ça a fait du bien à mon cheminement en tant que coach global au football. Ça m'a permis de mieux communiquer. C'est sûr que j'ai étudié dans le domaine des communications. J'avais déjà
quand même une base intéressante, mais tu sais, c'est pas la même affaire que communiquer comme que nous, on fait présentement, puis communiquer avec un jeune de 12 ans qui veut rien savoir de faire ce jeu-là, puis faut que tu y répètes. Puis surtout, quand tu commences, c'est répéter, puis pas avoir peur de le faire non plus. Fait que la communication, je pense que c'est la qualité première d'un bon entraîneur. OK. Si tu veux, on peut passer à. Ben, ça m'intéresse ton background de journaliste. Comment que ça a commencé les communications pour toi? Où que ça en est maintenant? Ben, j'ai toujours été intéressé par ça, tu sais. Peu importe les communications, surtout c'est sûr, le sport, c'est quelque chose qui me fascine, mais j'ai travaillé jusqu'à tout récemment, j'étais sur l'équipe de communication du député de Saint-Jean, député de Kakis. J'avais fait la campagne électorale et tout. J'ai eu cet emploi-là pendant 1 an et demi à mon jeune âge. C'est quelque chose qui est bien le présentement avec le confinement. Je suis toujours à la recherche, mais je prends mon temps. Je m'occupe de pages sportives, dont la mienne. Je communique, mais c'est vraiment de la. J'ai mon podcast aussi qui marche. Mais ouais, mon background, ça a commencé. J'ai toujours été, comme je te dis, j'ai toujours été intéressé par ça, puis très, très jeune. Puis avec mon oncle, comme je disais tantôt, qui travaille dans le domaine, ça m'a encore plus allumé. Donc, ouais, c'est ça. J'ai tiré là-dedans. J'ai juste un deck, mais j'ai pas été à l'université encore. Mais là, le confinement m'a fait réfléchir. Oui, j'imagine, ça fait réfléchir bien du monde. Peut-être d'y retourner, puis de continuer là-dedans, puis de me perfectionner. Mais je pense que j'ai quand même une base intéressante. Des fois, c'est pas juste, on dit souvent, c'est pas juste la scolarisation. Je connais bien des gens qui n'ont pas la scolarisation, qui n'ont pas 63 diplômes, puis des affaires de même, mais qui s'en sortent très bien, puis qui peuvent faire des métiers. Je pense que j'ai quand même un background intéressant. En coachant au football, qui a déjà une communication en tant que tel. Avoir travaillé pour les députés, ça se met très, très bien dans un CV, je peux vous le dire, les boys. Puis, moi, j'aime ça toucher à tout, que ça serait de la radio, que ça serait de la télé, que ça serait de l'écrit. Puis, je suis ouvert à tout. Puis, l'important, moi, je pense aussi, c'est sûr qu'on aime toujours se spécialiser. On est tous des amateurs de sport aussi. Là, mais je pense que l'important, c'est d'avoir des horizons ouverts sur plusieurs sujets pour se donner le plus de chances possible de réussir notre domaine. C'est le fun de t'entendre parce que d'après moi, quand on est jeune, là, surtout tous ceux qui aiment le sport, là, on voit toutes les personnes à RDS qui parlent, puis qui parlent aux joueurs, puis on a tout ce petit rêve-là, puis de voir que tu persévères, puis que tu prends toutes les occasions qu'il y a. Je te vois sur Twitter, je te vois sur Facebook, t'es vraiment rigoureux, puis c'est le fun de voir ça, puis c'est le fun de voir que du monde passionné de même, puis que genre, même si les gens vont dire ouais, les jobs de journaliste sportif au Québec, il n'y en a pas 1000, mais toi, tu fais abstraction de ça puis tu restes passionné. C'est ça. Je pense que la passion, c'est la plus grande qualité puis dans ce métier-là, parce que je pense que si tu n'as pas la passion puis tu fais rien que ça pour avoir une job, je pense que tu n'es pas à la bonne place. Tout à fait. Là, passons à ton inspiration que tu nous as transmis. Tu veux-tu nous le présenter? Moi, c'est quelqu'un que je connais bien dû à mes intérêts de football. Mais ouais, c'est ça, tu viens nous parler de Brett Favre. Comment ça a commencé? Tu peux nous parler de Brett Favre? C'est qui un peu vaguement? Ouais, ben pour moi, écoute, Brett Favre, c'est mon joueur préféré dans l'histoire de la NFL. Comme moi, Anto, tu es un fan des Packers aussi. Je pense que tu as plus connu les années Rodgers que Favre. Mais je pense que Brett Favre, ça a commencé, c'était un match en 2003 contre les Vikings du Minnesota. Il a connu un match exceptionnel. Puis ça m'a titillé. Je commençais vraiment à regarder le football un peu plus régulièrement. Puis je suis tombé en amour avec Brett. Et c'est de là que je suis tombé en amour avec les Packers. Okay. Puis, écoute, Brett Favre, c'est un corps arrière qui c'était pas le plus spectaculaire. C'était pas un gars qui courait. C'était pas un gars qui. Mais, écoute, décortiquait le jeu d'une façon exceptionnelle. Avait quand même des bonnes qualités, un des bons bras.
un des bras sous-estimés un peu, parce qu'on parle souvent des bras canons des receveurs, des corps arrière comme Pat Mahomes puis ces éléments-là. Brett était quand même un gars qui avait beaucoup de contrôle aussi sur son ballon. Souvent, il était capable, dans les entre-zones, de trouver ses receveurs dans les petites zones, les passes. Puis, écoute, moi, je tombais en amour. J'aurais aimé ça être corps arrière. J'étais le substitut du substitut, là, le troisième corps arrière, dans le fond. J'ai jamais eu la chance de jouer un match, j'aurais aimé ça. Mais maintenant, je coach aussi, je fais coordinateur offensif, mais ma position, je m'occupe, c'est des corps arrière. Toujours une fascination pour cette position-là, parce que il y a la ligne offensive qui est très importante, mais le corps arrière, si ton corps arrière ne comprend pas les systèmes, ne comprend rien, puis n'a pas un minimum de talent, maintenant, on le voit, c'est vraiment difficile de gagner dans cette ligue-là qu'est la NFL. Même si c'est une défense, on voit que les Bears de Chicago, qui ont une défense exceptionnelle, mais qui n'ont pas de corps arrière, n'ont pas gagné de match éliminatoire, même avec une fiche de 12-4 l'an dernier, en 2018. L'an dernier, ils n'ont même pas fait les séries. Fait que ça prend vraiment un corps arrière. Je pense que Brett Favre, c'est un corps arrière. Il a lancé beaucoup d'interceptions, mais il a lancé beaucoup de passes de toucher aussi. Puis, c'est un corps arrière qui est allé 2 fois au Super Bowl. Malheureusement, il n'en a gagné qu'un seul. Je pense qu'il en aurait mérité plus que ça. Les Packers, c'est souvent ça. C'est des bonnes équipes incapables de gagner le dernier match pour se rendre comme cette année. Au Super Bowl. On a beaucoup, je pense qu'on est une des équipes avec le plus de finales de conférence dans les dernières années, mais de présence au Super Bowl, c'est un peu moins. Brett Favre vraiment tombé en amour avec ce gars-là, avec la mécanique de ce gars-là, l'intelligence de ce gars-là. Puis c'est un leader. C'était pas le gars qui parlait le plus, mais c'est un gars qui, vraiment par sa présence, par la qualité de ses performances, vraiment était capable d'amener, traîner une équipe sur ses épaules. Oui, qu'est-ce que tu trouves, mettons, la plus grande différence? Parce qu'aujourd'hui, le joueur vedette des Packers, c'est son remplaçant, c'est celui qui a pris sa place quand Brett Favre a quitté les Packers. Qu'est-ce que tu dirais que c'est quoi la plus grande différence entre ces deux joueurs-là? Je pense, puis je l'aime beaucoup, Aaron Rodgers aussi, là, mais je pense que qu'est-ce que Brett Favre a comme qualité qu'Aaron Rodgers n'a pas? Je pense que c'est l'esprit d'équipe. Aaron Rodgers, des fois, on va le voir, c'est un gars qui chiale, c'est jamais de sa faute. On l'a vu, évidemment, avec la sélection de Jordan Love. Là, il a quasiment critiqué son entraîneur. Brett a eu beaucoup de difficultés avec ses entraîneurs. Rodgers, c'est ce qu'on voit beaucoup, puis avec certains coéquipiers. Je pense que Brett Favre, c'était vraiment un gars qui était aimé de tout, qui était capable un rassembleur. C'est vraiment le mot que je cherchais, rassembleur, ce que Aaron Rodgers a peut-être moins Brett Favre. Je pense que c'est ça qui a fait que les Packers ont eu du succès pendant beaucoup d'années, de 92 jusqu'à 2007, quand il a quitté Green Bay. C'était vraiment un carrière. C'est un gars qui est constant. Rodgers l'est aussi. Mais je pense que c'est vraiment, comme tu dis, il faut trouver une différence. Je pense que Brett, c'est un rassembleur, ce qu'Aaron n'est pas. Oui. Mais c'est ça qui est drôle, parce que sûrement pour ceux qui ne savent pas, ce qui est inusité, c'est que Brett Favre s'est fait remplacer par Aaron Rodgers. Ben, dans le fond, Aaron Rodgers a été repêché en première ronde, alors que Brett Favre, ses meilleures années, oui, peut-être ses meilleures années étaient derrière lui, mais il y avait encore du bon football à donner. Puis ça avait été une sélection un peu controversée. Puis ce qui est un peu inusité, c'est arrivé la même chose cette année. Aaron Rodgers, il a encore de l'excellent football à donner, mais ses meilleures années sont peut-être derrière lui. C'est débattable. Puis là, le repêchage qu'il y a eu il y a une semaine ou deux, les Packers ont repêché le carrière en première ronde du nom de Jordan Love. Puis là, c'est encore une question d'une controverse. Mais tu sais, moi, mon opinion là-dessus, c'est que le pire moment pour chercher un carrière, c'est quand tu en as vraiment besoin d'un. Je pense que, tu sais, comme tu as mentionné, c'est un bon parallèle avec les Bears. Les Bears ont tout pour avoir du succès, mais qu'ici, il n'y a personne qui lance le ballon. Non, c'est ça, exactement. Puis, quand tu as la chance, dans une cuvée comme ça, d'avoir un carrière, et Jordan Love, il y a des équipes, on le voyait peut-être sortir même entre 15 et 20 à un moment donné, parce qu'il y avait des équipes qui avaient peut-être besoin de remplaçants. On pensait peut-être que les Saints se prendraient, parce qu'on sait que Tyson Hill, c'est pas vraiment leur corps arrière, c'est vraiment le couteau suisse
cette équipe-là. Ouais. Fait qu'on voit ça peut-être, mais là, écoute, les Packers ont seulement monté de 4 ans, ça a coûté un choix de 4e ronde. Les Packers avaient 3 choix de 5, 2 choix de 6. Fait qu'on pouvait se permettre de sacrifier un choix. Moi, je cherchais un gars, puis, tu sais, Matt LaFleur, c'est un jeune entraîneur-chef. Il arrive ici, puis je pense qu'il n'y a pas de mal, tu sais, à Jordan Love, quand il va arriver, là, il va connaître le système de Matt LaFleur par cœur. Oui, c'est ça. Il Moi, va être exceptionnel. je l'ai aimé, cette sélection-là. Je trouvais qu'elle avait Ouais, elle avait du cran, puis j'ai aucun problème avec absolument. ça. Puis ça a montré aussi que Matt LaFleur, c'était le seul shérif en ville. Oh, Puis oui, qu'il va y aller avec son équipe, que ce soit. Et puis c'est ça, comme tu dis, Brett Favre, en 2005, 36 ans, on repêche Aaron Rodgers. Aaron Rodgers, cette année, 36 ans, on repêche Jordan Love. Fait que je pense que les Packers, c'est quand même, tu sais, si tu veux avoir un gage de succès, c'est d'amener un bon carrière qui va fitter dans le système. Je pense que Love va fitter aussi avec le système que LaFleur va implanter à Green Bay. Mais Rodgers, en 2005, honnêtement, aurait dû sortir premier. Là. Les 49ers ont fait Alex Smith. Mais écoute, il a baissé. Green Bay ne pouvait pas passer à côté. Même, on dit souvent qu'en première ronde, là, oui, tu as des besoins, mais souvent, peu importe le sport, prends le meilleur joueur disponible, puis tu t'arrangeras après. Fait que je pense que moi, on était deux à la défendre la sélection de Jordan Love. C'est le même parallèle, évidemment, que Brett et Rodgers en 2005. On était deux contre plusieurs, mettons. Ouais. Contre des millions. Oui, c'est ça. C'est quoi tu penses, mettons, la plus grande qualité à part du fait que, mettons, la plus grande qualité qui t'a transmis en tant que coach ou en tant que joueur pour Brett Favre, est-ce que c'est son côté rassembleur que tu parlais ou c'est une autre qualité que tu as pris de lui qui t'inspire à tous les jours quand tu coaches ton équipe? Ah, c'est sûr que le côté rassembleur et surtout le côté leadership, c'est deux choses qui sont réunies. Moi, je suis un gars qui parle beaucoup, puis qui aime ça, lever le ton et tout, mais je pense que Brett a appris la qualité que c'est pas nécessairement par les paroles qu'il faut agir, que c'est juste d'avoir une bonne attitude, que d'être un gars qui travaille fort peu importe, que ce soit une pratique, que ce soit une séance de vidéo, que ce soit un match, puis peu importe ton statut, que tu sois le 4e carrière, que tu sois le batteur, que tu sois le teneur, ça n'a aucune importance, que tout le monde dans cette équipe-là, puis nous autres, moi, c'est ce que je transmets à mes joueurs, puis les assistants coachs seraient d'accord aussi, c'est de faire son 12e. Chaque joueur sur le terrain a une importance, parce que nous, on joue à 12, là, dans la NFL, ils jouent à 11, mais nous, on joue à 12, on joue les règlements de la Ligue canadienne à ce niveau-là, mais chaque joueur qui est sur le terrain a un rôle, que ce soit dans un côté obscur ou que ce soit sous les projecteurs de la chose. Je pense que Brett a amené cette qualité-là. Avec son côté rassembleur leadership, il l'avait déjà mentionné. Il avait dit, quand il avait gagné son Super Bowl, il dit oui, je suis peut-être celui qu'on voit tous les jours. Moi et l'entraîneur-chef, on est les deux personnes les plus médiatisées. Mais ce Super Bowl-là, on l'a gagné en équipe, pas juste un individu. Je pense que c'est des choses. Alors que, tu sais, Aaron Rodgers, autant que je l'aime, quand il a gagné le Super Bowl avec le titre d'MVP, c'est comme si c'était lui qui venait de remporter le Super Bowl. Mais bon, tu sais, Brett, je pense que c'est ça la qualité qui est vraiment rassembleur, leader. Peut-être qu'il avait un peu moins de talent que Rodgers, tu sais, mais ça reste que c'est un des carrières les plus sous-estimés du football. Si tu regardes, c'est des saisons de 3800 verges, 4000 verges. Sa pire saison là, au niveau des verges a été sa dernière, je pense, juste en bas de 3000. Mais écoute, il avait joué 13 matchs en plus. Donc, il rajoute lui 3 matchs. Il atteint le 3000 encore. Fait que, tu sais, c'est Brett Favre, c'est régularité, c'est leadership, c'est rassembleur. Il a quand même gagné 3 titres d'MVP de suite. Fait il était peut-être un peu, comme tu dis, il n'était pas meilleur qu'Aaron Rodgers puis tout, mais écoute, pour gagner 3 de suite, là, je pense que c'est un des seuls, il me semble que j'ai lu ça, moi, aujourd'hui. Je pense que oui. Oui, hein, c'est ça. C'est du talent, là. Ah, c'est quelque chose. Écoute, et puis l'affaire, surtout quand tu parles que des gars comme Brady ne l'ont pas fait, des gars comme Peyton Manning, des Joe Montana, Brett Favre, c'est vraiment. Moi, il y en a beaucoup qui le pensent parce que Green Bay, c'est une équipe légendaire, qu'il faut se le dire. Une équipe de communauté en plus. Les Packers, c'est un peu le Canadien de Montréal de la NFL. Oui, absolument. Puis, écoute, Brett Favre, c'est considéré comme une des 3 légendes
de Green Bay avec Vince Lombardi et Bart Starr, qui était le grand corps arrière dans les premières années des airs de Super Bowl. Alors, je pense que c'est ça, comme tu dis, 3 titres d'MVP de suite, c'est faut le faire. Oui, il est peut-être un peu. Parce que on parle surtout que Rodgers avait un bras canon, il est capable quand même de courir, il va étirer le jeu un peu plus souvent. Brett Favre, là, c'est juste parce qu'il était juste moins spectaculaire, c'est parce que ses idées étaient bonnes, il savait comment décortiquer le jeu un peu plus, puis à quel receveur lancer, à quel moment. Puis je pense que c'est la prise de décision. Il étirait moins le jeu, mais Green Bay gagnait autant de matchs quand même. C'est juste qu'il était moins spectaculaire. Puis ça, souvent, surtout la jeunesse, notre génération maintenant, peu importe le sport, on dirait qu'on est tout obsédé par le côté spectaculaire, alors qu'on ne devrait pas, parce que si un vrai amateur de sport qui va regarder ça, peu importe le sport, va être capable de décortiquer qu'un tel joueur, l'exemple au hockey, qu'un joueur de 4e trio va faire un travail honnête, mais parce qu'il joue sur le 4e trio, la majorité des gars ne le connaissent pas, mais ce gars-là a une utilité dans l'équipe. Un peu, je parlais comme Brett qui mentionnait que tout le monde avait une utilité dans l'équipe. C'est un peu ça. Fait que c'est ça, Brett Favre était juste pas le moins spectaculaire, on ne le voyait pas, avec des jeux explosifs tout le temps et tirer des jeux. Mais quand tu regardes les statistiques, et surtout ces 3 MVP de suite, tu dis que le corps arrière, le gars n'est pas autant de renommée pour rien. Ouais. Puis moi, je suis curieux de savoir, parce que tu l'as peut-être un peu plus vécu que moi, parce que moi, les Packers, c'est plus récent que toi, que dans mon champ d'intérêt. Comment tu as vécu ça, de voir ton idole, Brett Favre, porter les couleurs des Vikings, qui est un des plus grands rivaux des Packers? C'est comme voir Sakuka Ivu être le capitaine des Bruins de Boston. Écoute, ça m'a fait mal, c'est sûr. Mais c'est la première fois là, quand ils ont eu la run en 2010 pour peut-être aller au Super Bowl contre les Colts. Écoute, c'était un match de football en prolongation. Il avait lancé peut-être la pire passe de sa carrière proche de la zone des buts. C'était la seule fois dans ma vie où j'ai pris pour les Vikings. Ce match-là. Okay. Parce que Brett, tu vois comment c'est une inspiration, hein? C'était plus grand que nature. Fait que j'étais capable de combattre ma haine pour les Vikings, pour Brett, parce que je voulais qu'il aille au Super Bowl une autre fois. Et c'était sa dernière année à ce moment-là. Il aurait fini ça en beauté. Et ça avec un Super Bowl. Moi, je pense que ma haine pour les Vikings est trop grande. Moi, c'est ma haine pour les... Là, Brett, s'il avait joué pour Chicago, par contre, là, ça aurait été une autre histoire. Je pense pas que j'aurais eu Chicago. Je suis pas capable. Je pense que je déteste plus les Vikings parce que les Vikings ont une meilleure équipe depuis quelques années comparée aux Bears. Tandis que moi, j'ai plus vécu à avoir pitié des Bears. Ah, c'est ça. Ça serait quoi ton meilleur souvenir, mettons, avec Brett, d'un match en particulier qu'il a joué? Ce serait quoi ton meilleur souvenir? Écoute, un match qu'il a joué, je vais toujours me rappeler de son match retour à Green Bay avec les Vikings, parce que quand il avait été avec les Jets, il n'avait pas affronté Green Bay, mais surtout, il a joué quand même un excellent match. C'était le jeune Aaron Rodgers, le jeune fringant contre le bon vieux vétéran, puis il avait joué un match exceptionnel quand même. Ça avait été un bon match des deux côtés. Il a joué un match exceptionnel, puis je me suis dit, encore à ce moment-là, il avait, je pense, 38 ans. Je me suis dit, ce gars-là, il l'a encore. Puis là, je me suis dit, OK, lui, il va jouer au football jusqu'à la dernière goutte, jusqu'à temps que vraiment. Il était revenu là, il avait pris une retraite, il avait joué 6 mois, il l'avait échangé aux Jets, puis là, il était revenu. Avec les Vikings, il avait connu une saison du tonnerre. Cette année-là, c'est ses 33 passes de toucher, je pense, ou quelque chose comme ça. J'ai la stat devant moi, là, je voulais juste être sûr, là, 33 passes de toucher. Écoute, à 38 ans, il avait fini 3e au scrutin du MVP, justement, aussi cette année-là. Écoute, c'est exceptionnel. Là, puis ce match-là m'a vraiment confirmé que ce gars-là serait bon jusqu'à la fin de sa carrière. C'était comme un bon sentiment pour moi, mais je me suis dit, tu sais, parce que c'est plate des fois de voir un athlète que tu admires finir ça, une carrière boiteuse. Aux partisans de Tom Brady, je ne souhaite pas qu'il arrive à Tampa Bay et que ça soit désastre. C'est toujours plat que ça se finisse sur une blessure ou que tu dis fois que le gars il a tiré ça un an de trop. Mais ce match-là m'a vraiment confirmé qu'il serait bon jusqu'à la fin. OK.
C'est vraiment intéressant. Tout Moi, à fait. pour un fan des Packers, en tout cas, moi, je ne l'ai pas vraiment connu. C'est vraiment intéressant d'en entendre parler autant avec passion, puis autant précisément. Puis tout, en tout cas, c'est vraiment intéressant. On a 3 petits segments à passer avec toi, si ça te tente. On a notre premier, ça s'appelle le segment épais au génie. Fait qu'on y va d'une prédiction, puis après plusieurs podcasts, on va pouvoir voir si on a l'air d'un épais ou on a l'air d'un génie. Donc, notre question qu'on veut te poser aujourd'hui, William, c'est qui ça va être? Ce sera qui le prochain champion de la NFL? Écoute, ça serait facile de dire les Chiefs. Je pense que c'est encore une bonne équipe. Mm-hmm. Mais honnêtement, je pense que c'est l'année des Saints. Ouais, je pense que vraiment, là, depuis 2-3 ans, ils se sont fait voler d'ailleurs il y a 2 ans. Mais ça, il y en aura contre les Rams. Ouais. Mais ouais, je pense que c'est l'année des Saints. Parce que nous autres, dans notre dernier épisode de la foire aux questions, on avait eu une question, quelle était la prochaine Dynasty de la NFL? On a répondu les deux, les Chiefs. Oui, mais c'est quand même une réponse facile. Oui, c'est une réponse facile, mais ouais. Ouais, moi, je pense que ça pourrait être ces deux équipes-là en finale. Ouais, moi aussi. Moi, je pense personnellement, je pense que ça va être les Saints. Les Saints, ça fait 3 années de suite que je les mets au Super Bowl puis qu'ils me. T'es pas le seul. ils me déçoivent. Fait que là, L'an passé, j'avais dit Saints Chiefs. J'avais mis les Saints gagnants. Par contre, j'ai eu raison que les Chiefs, mais. OK, ouais. Mais c'est ça. Ça fait 3 ans que je mets les Saints. Fait que. Ça fait 2 ans que je les mets. Donc là, ça va être une 3e année. Jamais 203. Après, là, j'aurai pas le choix. C'est un peu comme le Lightning dans la Ligue nationale. C'est la même chose. Je pense que ça fait 4 ans de suite que je les mets à la Coupe Stanley. Puis ils me déçoivent à chaque année. Là ils n'auront même pas la chance de s'essayer cette année. En tout cas, c'est mal parti. Ouais. Toi, Isaïe, il va-tu encore avec les Chiefs? Ou? Écoute, pour un petit connaisseur d'NFL, on va y aller avec des choses qu'on est un peu plus sûr. Mais Saints, j'aurais dit ça sinon comme 2e choix. Là. Ah, ça serait vraiment un beau scénario pour mettre un terme à la carrière de Drew Brees. Là. Je pense que c'est un carrière qui est vraiment sous-estimé. Là. Ça n'a aucun bon sens. C'est meneur dans presque toutes les stats pour les carrières. Puis je pense que c'est la NFL là, qui a comme fait un palmarès des 10 meilleurs carrières de l'histoire. Puis il n'est même pas. Le top 100 des joueurs, là, ouais. Ça, je trouve que ce serait une façon de peut-être ordonner ce qui lui revient. Et quoi demander de mieux? Mais Saints Chiefs, l'excellent Drew Brees, qui a eu une carrière exceptionnelle contre la prochaine légende, Pat Mahomes. Duel incroyable. Ouais, non, Pat Mahomes, je pense que je me suis fait un peu taquiner avec le dernier épisode, comme quoi j'avais vraiment beaucoup d'admiration pour Pat Mahomes, mais je continue à maintenir le fait que je pense qu'il va être je pense qu'à la fin de sa carrière, on va pouvoir le mettre dans la même classe que les Peyton Manning, les Tom Brady de ce monde. Puis je pense qu'Anto, on va être content que les Bears aient pris Trubisky et non Mahomes. Et là, ça, je peux pas être en désaccord. Isaïe, tu veux-tu passer à notre prochain segment? Oui, segment actualité. Puis là, ça se pose dans les plusieurs ligues, mais il y en a une en particulier que comme c'est plus sûr que non. Est-ce que la LNH va finir sa saison actuelle? Écoute, moi, personnellement, je te dirais non, mais ils vont le faire. Je pense que Gary Bettman tient trop ses revenus. On le voit aller, là, c'est des scénarios, je dirais, c'est du grand n'importe quoi. C'est de l'improvisation net et précis. Un scénario de faire un repêchage avant de conclure une saison régulière, ça fait aucun sens. Et ça me fait un non-sens pour moi. On était capable, pour une convention collective, d'annuler une saison complète en 2004-2005 parce que ça ne faisait pas l'affaire de M. Bettman, la convention. Il a fait la même chose de tirer une saison écourtée en 2012-2013. Il y avait un lockout aussi précédemment, je pense que c'était en 94-95. Ouais, à peu près. Le gars a déjà 3 lockouts dans son palmarès. Mais pour une pandémie qui, il faut se le dire, c'est de l'inconnu complètement, ce virus-là. C'est quelque chose qui arrive une fois aux 100 ans, là, une pandémie mondiale comme ça. Puis, ça fait un non-sens. Puis de jouer le hockey l'été, surtout si le baseball majeur reprend ses activités, les camps de la NFL qui vont commencer,
dans pas long. Le site basketball qui peut se jouer l'été, on se dit reprend. Écoute, le hockey, sans dire que le monde va s'en foutre aux États-Unis, ça va être à peu près ça. Là. Ouais. Et surtout qu'à la date, il n'y a pas beaucoup d'équipes canadiennes qui se qualifiaient, surtout dans l'Est. Il y avait juste Toronto. Puis même à ça, c'était pas si sûr. Oui, c'est ça, c'était pas sûr. Fait que c'est le monde dans l'Ouest qui va triper aux États-Unis. Moi, je vois pas d'intérêt à finir cette saison-là. Prenons le classement pour le repêchage. Gardons ça comme ça. Puis, regarde, Saint-Louis sera encore champion de la Coupe Stanley, champion défendant de la Coupe Stanley en 2019-2020. On dira que c'était une situation de force majeure, ce qui est vraiment le cas. Ouais. En 2004-2005, Tampa Bay était champion théoriquement pendant 2 ans. Mais écoute, ça fait un non-sens. Mais je pense qu'il va en finir parce que je pense que Bettman tient vraiment trop à son argent. Mais moi aussi, j'étais un peu du même avis que William. Puis je trouve que, mettons la clé dans la porte jusqu'en octobre. Puis reprenons à 9. Mais tu sais, moi, je fais juste penser, dans la saison de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, eux, ça a été confirmé que c'est annulé. Je pense aux Phoenix de Sherbrooke, je pense aux Saguenay qui ont vidé leur club pour qui ont vidé leur banque de choix pour booster leur club. Puis que là, et Rimouski aussi qui est là le tout pour le tout parce que on sait que c'est la dernière année de Lafrenière. C'est ça, puis c'est terminé. Je trouve ça un peu triste. Puis il y a des équipes qui ont fait la même chose dans la Ligue nationale, peut-être à plus petite échelle, mais quand même, je trouve ça juste plate. Puis je me mets peut-être que j'ai une plus grande façon de l'accepter à cause que je suis fan du Canadien de Montréal. Puis je me dis, OK, le Canadien, ça s'en va. De toute façon, ça s'en allait nulle part. Mais tu sais, si j'étais un fan du Lightning de Tampa Bay qui a donné la première ronde, exact, puis que je croyais vraiment à la Coupe Stanley, je pense que ça viendrait plus me chercher, puis je voudrais la finir la saison. Ouais. Mais ça sera un sujet à voir. Là. Je pense que le coronavirus, on n'en a pas fini avec ça. Puis non. Je pense qu'il risque d'être... Et surtout, où ça vient me chicoter, c'est qu'on voit que les États-Unis, c'est l'épicentre du monde. Ouais. Puis la majorité des marchés sont aux États-Unis, donc ça fait pas. Puis de jouer à huis clos dans un endroit, on a vu certains joueurs qui ne veulent pas le faire. Là. Il y a des gars qui ont des familles. Je pense entre autres à Philippe Dano qui a dit je ne veux rien savoir de ça. Il est jeune enfant. Même un gars comme Patrice Bergeron, qui est un des joueurs les plus respectés dans la Ligue nationale, une des images de la Ligue nationale qui a dit que lui, il ne voit pas une saison de huis clos. Et c'est passé tellement de scénarios, comme je l'ai dit, d'improvisation qu'il va falloir à un moment donné s'entendre. On ne pourra pas se poser des scénarios jusqu'au 1er août. Là, ça va être interminable. Ouais. J'ai hâte de voir comment ça va se conclure. Dernier segment, petite question controversée. Si on a le temps, on en a même 2. Je vais commencer par, que préfères-tu, le football canadien ou le football américain? Sans aucun doute, le football américain, même si j'ai des billets de saison aux Alouettes. Ah ouais, OK, t'as des billets de saison aux Alouettes, je savais pas. Ouais, dans le fond, ça serait ma 2e année cette année, mais là, okay. Randy Ambrosie m'a un peu refroidi tantôt en disant que présentement, l'option numéro 1 de la Ligue canadienne, c'est d'annuler la saison. OK. Fait que là, bon. Ouais, non, j'aime le football canadien. Je pense que c'est un bon divertissement pour l'été en attendant l'arrivée de la grosse ligue au mois de septembre. Puis, c'est différent. C'est vraiment le football différent, mais j'aime beaucoup plus le football américain. Je pense que plus de compétition, puis des meilleurs athlètes aussi. Oui, ça c'est moi aussi. Pour ma part, c'est la même situation. Je trouve que juste le football à 4 essais, je trouve que ça permet une plus grande variété, tandis que le football à 3 essais, c'est un peu une partie de ping-pong. Mais, ça, parce que tu sais qu'au football à 3 essais, en 2e et 9, l'équipe va passer à la balle. Ouais, c'est presque évident. Là. C'est 95% du temps. Ouais. Toi, Isaïe, c'est plus un show, la NFL. Ouais. Peu importe que t'aimes le foot ou pas, regarder à la NFL, c'est beaucoup plus entertainment, oui, on peut dire ça. Là. Avec ton excellent anglais. Tout le monde regarde le Super Bowl, peu importe si tu es un fan de la NFL ou pas, alors que la Coupe Grey, quand même, que si tu n'aimes pas le football, tu ne l'écouteras pas. Là. Ouais, tu connais aucunement les résultats de l'équipe non plus. Absolument. C'est ça. Je suis curieux de savoir, juste une petite pause par la bande, je suis curieux de savoir comment tu as trouvé la XFL. Je sais que là, ça ne reviendra pas, mais comment tu as trouvé les ajouts au règlement? Il faut savoir que la XFL, c'est une ligue qui
qui s'est créé cette année avec des nouveaux règlements, surtout pour les transformations de points. D'habitude, c'est soit le botté pour 1 point ou qu'on se met à la ligne de 2 pour 2 points. Il y avait ça, il y avait les bottés d'envoi qui étaient différents. Il y avait plein de règlements qui étaient différents. Toi, comment tu as trouvé ça, Will? J'ai aimé mieux ça que la première version. Ça, c'est sûr que était. Mais écoute, je l'avais prédit à des amis. J'ai dit, quand McMahon s'est impliqué là-dedans, j'ai dit ça va foirer. C'est plate à dire, mais écoute, je pense que l'enjeu. Le spectacle était quand même bon là, jusqu'à venir. Il y a quelques joueurs qui ont signé des contrats dans la NFL. Je pense à PJ Walker. À PJ Walker, le corps arrière qui a signé avec la Caroline, qui aurait été probablement le MVP de cette saison de XFL si ça s'était poursuivi. Mais c'était complètement différent. Genre, s'il y avait des règlements, c'était un peu délirant. Tenter un converti de 3 points, là, je sais que il essayait plus de faire un spectacle que de montrer du football. Fait que je pense que à ce niveau-là, il n'y a rien. Et ça prouve qu'il n'y a rien qui va battre la NFL en termes de football. Oui, ça, je pense qu'on est vraiment tous d'accord là-dessus. Pour terminer, qui est le plus grand corps des Packers? Ben, à la fin, je vais te compliquer la question. Qui va être le plus grand corps des Packers lorsque Aaron Rodgers va prendre sa retraite? Ça va rester Brett. Ah ouais? Je pense que la légende de Brett, je pense que même Rodgers est quand même contesté au niveau des partisans des Packers à Green Bay. Okay. Nous, à l'extérieur, on a l'air à plus l'aimer, mais les gens, il y en a beaucoup qui n'aiment pas son attitude, alors que Brett, c'était comme si c'était vraiment, c'était le Derek Jeter des Yankees ou le Maurice Richard ou le Jean Béliveau du Canadien. Fait que je pense que juste pour la légende, tout le côté extérieur du terrain et tout de Favre va faire que c'est le plus grand. OK. Je suis curieux de voir que ta réponse est aussi facile. Ben, écoute, niveau talent, je pense que je l'ai mentionné plus tôt dans le podcast que Rodgers est peut-être meilleur, mais l'aura qu'a eu Favre sur les Packers, pour moi, je pense que sa légende est encore plus incrustée qu'Aaron Rodgers. Parce qu'Aaron Rodgers, pour l'instant, on dirait que s'il se sort de Green Bay, je pense pas qu'il va partir en bon terme comme c'est arrivé avec Favre. OK. Ben, je pense que c'est ça qui met un terme au podcast. Hey Will, on veut vraiment te dire merci. C'était super intéressant de t'entendre parler. Pour vrai, là, moi, j'ai vraiment trippé. Là. Je pense que tu mérites vraiment une job d'incommunication parce que je me serais assis ici et je t'aurais continué à t'entendre parler encore au moins une autre heure. C'était vraiment super cool. Puis, tu sais, le podcast, ça va continuer. Donc, n'importe quand, on va vouloir te recevoir pour une deuxième inspiration. Ça, c'est sûr que oui. Là, je sais que tu es super compétent au hockey. Tu nous en as parlé du tennis aussi. Je pense que ça pourrait vraiment être intéressant. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé, Isaïe? C'est super intéressant. Puis on vous invite aussi aux gens qui écoutent le podcast à aller voir ta page Instagram non, pas Instagram, Twitter et Facebook. C'est William Julien, journaliste. Sur Facebook, William Julien, journaliste sportif. Sur Twitter, Will Jules SLB. De toute façon, on va mettre la description, on va mettre les liens dans la description sur toutes les plateformes. Donc, en terminant, on va encore remercier le Canadien de nous permettre de pitcher ça, cet excellent anglicisme-là, de lancer ça sur toutes les plateformes. On apprécie vraiment, ça fait toute la différence pour nous. On veut aussi remercier Mathieu Audet qu'on a vu dans les 2 dernières semaines qui nous a reçus pour un de ses lives sur Instagram. C'est toujours des belles vitrines pour nous. Sinon, on vous encourage à aller écouter le podcast sur iTunes, sur Spotify, YouTube, Stitcher. On les a toutes. Là. Pour vrai, on est rendu que je pense qu'il n'y en a plus bien qu'on l'ait plus. Écoute, on n'a plus de possibilités. Ouais, c'est ça. On a vraiment... Vous êtes international. Exactement. Voilà. Ben, écoute, on voudrait aussi saluer nos fans d'Ontario. Oui, c'est ça. Avec le dernier podcast, on s'est ramassé autant de fans quasiment en Ontario qu'à Montréal. Fait que, on veut les saluer. Ceux aussi. On a eu un nouveau fan cette semaine qui a écouté le podcast à San Antonio, au Texas. Donc, si jamais... Sans doute Tony Parker. Oui, voilà. Exactement. Donc, c'est ça qui met un terme au podcast. Encore une fois, mon Twitter, mon Instagram, le Twitter à Isaïe va être dans la bio. Tous les liens pour aller voir les pages de Will vont être là dans la description.
Sinon, on se dit à dans 2 semaines pour un nouveau concept d'inspiration. Yes, Charles. Merci, Will. Merci, les boys.